Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gérard Haro, que tout le monde connaît, qui a publié il y a peu ce livre formidable, Nous étions seuls, sur la période 1939 et notamment qui remet un peu en cause ce que l'on dit habituellement sur les accords de Munich et dont les histoires diplomatiques viennent de ressortir en poche. Bonjour Gérard. Bonjour Pascal. Tu es considéré comme un réel politicien, comme quelqu'un qui a une vision à la fois caustique et réaliste. En même temps, on voit bien que les émotions sont extrêmement importantes. Il y a une géopolitique des émotions. Donc, comment faire la part des choses, ne pas avoir une vision purement désincarnée et froide et insensible aux questions internationales et ne pas se laisser emporter par les émotions pour un résultat qui peut s'avérer catastrophique. En effet, d'une certaine manière, les émotions, les passions, ça rend un petit peu le fameux réalisme en politique étrangère, ça le rend finalement assez peu efficace pour décrire le monde. Parce que le réalisme en politique étrangère, la réelle politique telle qu'on la décrit d'habitude, c'est le heurt de finalement des intérêts. C'est un peu comme si c'était une partie d'échecs entre Talleyrand et Metternich dans le secret des chancelleries. Eh bien, d'abord, ça n'a jamais vraiment été le cas. Les passions, même Talleyrand, même Metternich avaient des passions, mais surtout dans un siècle démocratique. Il est évident que les gouvernants doivent tenir compte des passions et des émotions. Je donne un exemple. Par exemple, à Gaza, après les atrocités commises par le Hamas, il était, je dirais, le gouvernement israélien ne pouvait pas ne pas intervenir. Parce que face à l'horreur des massacres, mais aussi face au fait que la vulnérabilité d'Israël, qui avait été ainsi démontrée, Israël, aux yeux de l'opinion publique, devait rétablir sa supériorité et devait, il faut bien dire, se venger des crimes qui ont été commis, et donc Israël devait intervenir. Et d'une certaine manière, je suis à peu près convaincu que des généraux israéliens ont dû se dire, ou ont dû dire peut-être même à leurs dirigeants, vous savez, intervenir à Gaza, oui, mais pourquoi y faire ? Donc, lorsque on analyse, vous voyez, lorsque j'analysais un petit peu après l'attaque du 7 octobre ce qui allait se passer, eh bien, d'une certaine manière, une partie de mon cerveau me disait je ne vois pas ce que les Israéliens peuvent faire de manière militaire à Gaza, on peut y revenir, mais d'un autre côté, je disais, les émotions vont contraindre le gouvernement israélien à réagir. Mais est-ce que justement un gouvernement ne pourrait pas dire « je dois me laisser guider par les émotions » ? Il y a un ancien responsable indien qui a dit qu'après les attentats de Mumbai en 2008, justement, le gouvernement indien s'est retenu de faire des bombardements massifs au Pakistan, pensant que ça allait aggraver la situation, et qu'ils ont plutôt fait, grosso modo, des assassinats ciblés et des vengeances un peu particulières. Est-ce que le fait de suivre finalement les opinions ne pas conduire à aggraver les choses ? Oui, sans doute, dans ce cas, c'est probable, encore que pouvait faire Israël ? Si Israël n'était pas intervenu immédiatement, s'il avait commencé à négocier la vie des otages, c'était une victoire absolue du Hamas. En plus, il y avait non seulement le massacre, mais les circonstances du massacre. Et je pense que face à l'horreur que les atrocités commises ont suscité dans l'opinion publique, et puis il faut ajouter un autre élément, c'est que c'était un fiasco total, un échec de Netanyahou, et qu'il fallait aussi que Netanyahou essaye de surmonter politiquement cet échec, et donc je dirais que l'intervention militaire dans ce cas particulier me semblait quasiment irrésistible. Mais pourquoi faire, puisque là on voit bien, on est quand même à plusieurs jours, le nombre de morts augmente de façon dramatique, le nombre de blessés, de gens qui vont mourir aussi, et on a du mal à voir quels sont les buts de guerre d'Israël. Tout à fait. La question se posait d'ailleurs dès le début, et je suis convaincu de nouveau que des généraux israéliens se la sont posés. Lorsqu'on dit il faut éradiquer le Hamas, on n'éradique pas un mouvement populaire qui a des dizaines de milliers de militants. Vous pouvez tuer ses chefs. D'abord, il y en aura toujours qui survivront, mais même tuer ses chefs, il y en aura des jeunes et plus radicaux qui apparaîtront 3 mois plus tard. Vous détruisez des infrastructures militaires, mais le flot des armes recommencera peu de temps après en provenance de l'Iran. Et donc la question, en effet, on pouvait se demander, à part le fait de faire mal,
la question pouvait légitimement se poser. Moi, j'en suis arrivé à revenir sur cette doctrine dont tu as dû entendre parler, la doctrine dite de Dahiya. Oui. La doctrine de Dahiya, c'est en 2006. Donc les Israéliens interviennent au Liban, finalement dans des circonstances comparables à celles du 7 octobre, sauf qu'évidemment il n'y avait pas cet élément d'atrocité, puisque c'était 8 soldats israéliens qui avaient été tués dans un raid du Hezbollah. Et j'étais ambassadeur à Tel Aviv et je m'étais posé la même question, je me rappelle, avec un journaliste israélien, alors qu'il y avait un enthousiasme sur le thème « Nous avons été attaqués, nous devons réagir ». Il y avait ce journaliste, qui était d'ailleurs un journaliste plutôt de droite, et l'ambassadeur de France, on se disait « Oui, d'accord, mais pourquoi faire ?» Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'objectif. Et là a eu lieu ce que l'on appelait donc le bombardement d'un village ou d'un quartier chiite de Beyrouth, de Haïa, qui a quasiment été rasé par l'aviation israélienne. Et le chef d'état-major israélien en avait tiré une doctrine en disant il y a des circonstances lorsque vous avez des combattants qui s'abritent parmi des civils, eh bien il faut taper, tant pis pour les civils, il faut taper d'une manière totalement disproportionnée pour faire comprendre aux civils qu'ils souffrent à cause des combattants et qu'ils devront empêcher les combattants de recommencer ce genre de plaisanterie. Donc on frappe de manière totalement disproportionnée en ne tenant pas compte du fait que les cibles sont civiles pour avoir un effet de dissuasion. C'est évidemment une violation du droit de la guerre, hein. Mais soyons francs, ça a marché au Liban, hein. C'est les Libanais ensuite depuis 2006, le front nord, la frontière nord d'Israël a été relativement pacifique, et on voit bien à l'heure actuelle que le Hezbollah se garde bien d'entrer dans la bataille. Donc on peut se demander si finalement ce n'est pas l'objectif recherché par les Israéliens. C'est un peu différent parce que le Hezbollah doit tenir compte de l'opinion libanaise qui est divisée. Se lancer en guerre pour Israël, c'est une guerre étrangère, alors que pour les Palestiniens, c'est différent. Tous les Palestiniens sont unis pour demander l'indépendance, pour demander un pays. Oui. Honnêtement, je formule une hypothèse. Hein. J'essaye de comprendre parce que je suis comme tout le monde et même des Israéliens. D'ailleurs, dans la presse israélienne, je le vois bien. La question se pose, mais quel sera le jour d'après Tout le monde se pose et les Américains, les premiers. D'ailleurs, le secrétaire à la Défense a publiquement, il y a peu de temps, posé cette question. Quel est votre plan ? Et là, l'émotion joue pour les Palestiniens maintenant. Alors, l'émotion maintenant, exactement, l'émotion joue pour les Palestiniens, alors qu'elle a joué. Alors, elle a joué pour Israël, mais comme je l'ai dit, elle a joué aussi dans le mécanisme de décision israélien. Et c'est en cela qu'elle m'intéresse. Elle joue contre Israël, et là, je me demande si c'est entre guillemets si important que ça, parce que tout le monde en est convaincu. Mais je pense qu'on oublie que Israël a été de toute façon un petit peu un paria pendant 30 ans. Pendant 30 ans, l'opinion publique du tiers-monde en particulier soutenait la destruction d'Israël. Quand j'étais jeune diplomate à Tel Aviv en 1982, il y avait quasiment pas d'ambassade, hein, à part les ambassades occidentales, latino-américaines et 2 ou 3 ambassades africaines. Mais tout le monde faisait bloc avec ce que l'on appelait le front du refus, qui appelait à l'annihilation d'Israël. Donc je me demande si c'est pas une nouvelle phase. Il y a eu ensuite une phase de normalisation d'Israël. Quand j'étais ambassadeur en Israël en 2003, le corps diplomatique était quasiment normal, hein, tout le monde avait reconnu Israël. Alors est-ce que c'est Israël qui regagne d'une certaine manière, qui est rejeté dans son ghetto? Tu penses que Israël, mise au banc des nations non occidentales, pourra continuer à vivre à peu près normalement, et que finalement ils perdront effectivement peut-être des contacts en Amérique latine, en Afrique et dans les mondes arabes qu'ils avaient gagnés, mais qu'ils vivront. Mais est-ce qu'il ne sera pas un peu difficile pour les pays occidentaux de garder une relation normale avec Israël si le nombre de victimes continue d'augmenter de façon importante? Soyons francs, l'immense hypocrisie de la communauté internationale, on sait très bien que les États arabes en réalité aimeraient qu'Israël éradique le Hamas, hein, qui est leur ennemi historique, et bon, c'est pas la brutalité qui gêne vraiment des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Syrie. Et je suis à peu près convaincu que pour l'Inde qui a des relations assez étroites en Israël, notamment sur les questions d'armement, pour l'Inde, ça ne posera pas trop de problèmes.
En revanche, et c'est ça qui est, je dirais, qui peut être nouveau, c'est ce qui est frappant, c'est l'opinion publique américaine. Parce que, disons-le, les Israéliens se moquent assez des Européens, dont ils savent très bien que les Européens ne sont de leur côté pour de multiples raisons sur lesquelles on peut revenir. Les Européens ne feront pas pression sur Israël. Hein, en gros, quoi qu'il arrive, enfin, n'exagérons pas, mais il est probable que les protestations européennes n'iront pas très loin. En revanche, évidemment, la fracture qui est apparue au sein du Parti démocrate est quelque chose de totalement nouveau. Et ça place d'ailleurs Joe Biden en année électorale dans une position extrêmement difficile. Et ce qui pourrait par exemple servir Trump, qui est un soutien encore plus affirmé d'Israël. Ah, totalement. Et au fond, le problème de Joe Biden dans cette affaire, c'est la crainte de l'abstention de la gauche démocrate, et notamment des jeunes. Les jeunes qui avaient voté à plus de 70% pour Joe Biden, aujourd'hui, on sait qu'ils sont prêts à voter à Joe Biden à 25%. Les autres ne vont pas voter pour Trump, mais ils risquent évidemment de s'abstenir. Et donc, en effet, de ce point de vue-là, ça peut jouer évidemment en faveur de Trump. Et on voit bien l'embarras de Joe Biden qui essaye de jouer les deux tableaux. Alors, il a soutenu Israël de manière absolument inconditionnelle, et maintenant, on le voit essayant de commencer à dire, en envoyant Blinken, en envoyant le secrétaire à la Défense, pour essayer un petit peu d'arrêter le carnage, et notamment pour essayer d'éviter que le carnage ne s'étende au sud, dans le sud de la bande de Gaza, ce qui apparemment d'ailleurs ils ont échoué. Tu as été ambassadeur en Israël et aussi aux États-Unis. Comment analyses-tu le fait que finalement les Américains n'arrivent pas à avoir une influence sur Israël? C'est eux qui aident Israël, qui aident une aide économique, une aide stratégique, mais Israël n'en fait qu'à sa tête, et finalement les Américains semblent plus dépendants de la décision d'Israël que l'inverse. Oui, alors je suis en train d'écrire un livre sur Israël, et justement je revenais là-dessus, et d'un point de vue historique c'est intéressant parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et en réalité, jusqu'à George H. Bush, Bush le père, c'est-à-dire jusqu'à 1992, on a un des États-Unis qui ose tordre le bras d'Israël, George H. Bush qui va par Bush exemple, le dernier, et exactement. Il pense qu'il a perdu les élections à cause de ça. À cause de ça, exactement. Et du côté israélien, Shamir, qui est qui lui aussi perd les élections, pense aussi qu'il a perdu les élections parce qu'il a cédé aux pressions américaines. Et à partir de là, qu'est-ce qui change également? Eh bien, il n'y a plus l'Union soviétique. C'est-à-dire que pour les Américains, la situation est claire. Vous avez finalement une OLP faible, isolée, avec un monde arabe qui pense à autre chose, et un lien, et en particulier au sein du Parti démocrate, un lien très fort avec Israël, et ça conduit à penser qu'on n'a pas besoin tant que ça finalement de s'occuper des Palestiniens. Et du côté des républicains, c'est la fin des républicains, souvent liés au lobby pétrolier d'ailleurs, comme George H. Bush ou Jim Baker, son secrétaire d'État, et c'est l'arrivée au pouvoir des républicains évangélistes ou évangéliques. Et les républicains évangéliques, c'est extraordinaire, veulent absolument que tous les juifs aillent en Israël, parce que une fois qu'ils seront en Israël, ils se convertiront et ce sera le retour du Messie. Donc les meilleurs soutiens d'Israël aux États-Unis espèrent que Israël disparaîtra à la fin du compte. Et donc il y a une modification aussi. On passe de républicains réalistes, plutôt réalpolitiques, à ces républicains nouvelles, beaucoup plus idéologues, pour lesquels Israël c'est la petite démocratie face à la barbarie. Et en effet, ensuite ce sera fini l'idée d'une pression américaine sur Israël, et tout au contraire, toute la diplomatie américaine pour essayer de résoudre le processus de paix sera fondée, parce que je connais très bien les négociateurs américains dont j'avais fait leur connaissance à Washington dans les années 90. Tous les négociateurs américains auront je dirais quasiment pour doctrine, de ne pas essayer de faire pression sur Israël, mais d'essayer d'amener à Israël très naturellement à accepter leurs propositions, ce qui était une erreur, parce qu'au fond, Israël ne voulait pas lâcher la Cisjordanie. Passons peut-être à l'Ukraine, toujours pour parler de morale et de réalisme. On a pris des positions morales sur l'Ukraine, il faut défendre l'Ukraine, il ne faut pas qu'elle cède, et en fait, on s'aperçoit que ces positions morales n'étaient pas très réalistes et risquent d'entraîner finalement des pertes pour l'Ukraine beaucoup plus importantes. Je suis pas sûr que
notre soutien à l'Ukraine était fondé sur des raisons totales morales. C'était celle qui était mise en avant en tous les cas. Oui, parce que mais il y avait aussi un intérêt. Il y avait un intérêt géopolitique certain à empêcher la Russie de mettre la main sur l'Ukraine. Là, les émotions, je pense que moi, j'y suis plus sensible. Ça a été dans l'analyse du conflit, dans les premières semaines, voire les premiers mois du conflit, l'échec du coup de main russe, la résistance héroïque des Ukrainiens, l'émergence de Zelensky comme un homme d'État ont d'une certaine manière nourri des illusions et ont fait que pendant un an, sur tous les plateaux de télévision, on nous annonçait que Poutine allait être envoyé à Nuremberg. Or, c'était oublier les données de base. Voilà, c'est des émotions, et lorsqu'on essayait de rappeler les données de base, ce que tu faisais régulièrement, ce que j'essayais de faire, on nous traitait de poutinolâtre, de lâche, etc. Or, dès le 22 février 2022, il y a 140 millions de Russes, la deuxième industrie d'armement au monde, vous avez des ressources financières, de grosses ressources financières. Des armes nucléaires. Les armes, et la puissance nucléaire, oui, a envoyé Poutine à Nuremberg, chef d'une puissance nucléaire, c'était savoureux. Et là, c'est assez curieux, donc on est tombé dans une sorte d'irréalisme, d'enthousiasme. Mais évidemment que moi je suis du côté de l'Ukraine, je trouve admirable ce qu'ils font, mais voilà, en réalité... Le simple fait de dire que l'Ukraine ne pourra probablement pas récupérer tous les territoires qu'elle a perdus, et tout en reconnaissant que c'est illégal, etc. Mais le simple fait de dire cette réalité, vous faites passer pour un partisan de Poutine, comme si tu souhaitais ce que tu annonces. Exactement. Et en plus, ce qui est quand même, je suis réaliste, je me rappelle un plateau de télévision où j'ai dit plus jamais je n'irai, où en plus je disais d'une petite voix, mais vous savez, c'est ce que dit le chef d'état-major de l'armée américaine. Le général Milley, chef d'état-major américaine, à plusieurs reprises a dit il est tout à fait improbable que les Ukrainiens puissent récupérer tous les territoires. Mais on ne répondait pas à ça. C'était c'était une sorte d'enthousiasme. Moi je le respecte. Hein. Il y avait, mais voilà, il faut et je crois que c'est la leçon que face dans un conflit, il faut d'abord avoir les données de base. Voilà, quelles sont les données de base? Combien il y a de chars de côté, combien il y a de chars de l'autre? Quelle est la situation politique? Parce que non seulement c'était une Ukraine beaucoup plus faible que la Russie, le PIB de l'Ukraine avant les dévastations, c'était le 9e du PIB de la Russie, et puis ensuite l'Ukraine ne tient que grâce à l'Occident. Or, on sait bien que l'Occident est divisé, affaibli, et on voit bien que les fractures commencent à apparaître dans le soutien occidental. Et en effet, j'essaye de penser, de continuer là-dessus. Ça a des conséquences parce que je dois avouer que j'aimerais bien, au fond, revenir sur ce qui s'est vraiment passé au printemps 2022. Est-ce que tu sais que l'on a dit à un moment que Zelensky on était sur la base d'un accord. Voilà, presque. Sur la base d'un accord. Pourquoi est-ce que finalement cet accord a capoté? Est-ce que c'est la faute des Russes? Est-ce que c'est l'exaltation ukrainienne? Les négociateurs ukrainiens et les Russes ont dit tous les deux, séparément, que en fait Zelensky était prêt à négocier un accord qui était pas défavorable à la Russie, mais que c'est Boris Johnson qui est venu en dire non, on va vous aider et vous pourrez récupérer par le conflit. Voilà. Et là, c'est un bon exemple où l'irréalisme conduit à un désastre. De nouveau, il faudrait encore que Poutine respecte l'accord, les termes de l'accord, mais on est aujourd'hui, et là je sors un peu des émotions, mais on est aujourd'hui dans la pire des situations, parce que finalement, les Européens et les Américains, nous fournissons des moyens à l'Ukraine juste assez pour résister. C'est-à-dire, en gros, et pas pour se retrouver dans une position plutôt favorable. Parce que nous ne pouvons pas. Voilà. Sauf à envoyer les soldats, ce que nous voulons pas. Voilà. Sauf à déclarer une mobilisation de guerre de notre industrie, sauf à, et donc, c'est le pire, parce que on ne donne pas à l'Ukraine les moyens de s'en sortir bien, mais en même temps, on donne à l'Ukraine les moyens de souffrir. Et donc, la situation est particulièrement sombre. Alors, cela étant, une négociation aujourd'hui, du point de vue de Poutine, l'intérêt évident de Poutine est d'attendre l'élection américaine, parce que si Trump gagne, c'est le jackpot, tout est fini. Et donc, peut-être que ce débat est un peu académique. Mais il faut toujours penser aussi que les émotions peuvent entraîner finalement une prolongation d'un conflit sans espoir.
En fait, on a plusieurs exemples. Tu cites d'ailleurs dans ton livre sur Kissinger le fait que l'ex-commandant Jason Vanik Kissinger ait trouvé un accord pour faire sortir des juifs soviétiques, mais que on a refusé parce que c'était pas assez, et donc ils ont moins sorti. Donc très souvent quand même on a des situations historiques, et peut-être que le cas ukrainien est cela, où au nom de la morale, finalement c'est une politique de gribouille, et c'est une politique qui va plutôt dégrader la situation, alors qu'elle est présentée comme étant morale, et que les réels politiciens qui sont toujours couverts de tous les péchés, peut-être pourraient déboucher sur des situations moins délicates. J'ai donné une conférence dans une université à Londres, et donc je parlais de ces questions de négociations éventuelles, et un étudiant m'a dit mais comment pouvez-vous penser que l'on puisse négocier avec quelqu'un qui a été inculpé à la Cour pénale internationale, et donc moi j'ai dit bah, vous savez, une politique étrangère c'est toujours un choix. Donc vous avez un choix, vous vous dites je ne négocierai pas avec Poutine parce que il est inculpé à la Cour pénale internationale, c'est un choix, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le conflit se prolonge et que naturellement vous n'avez aucune garantie sur le dénouement de ce conflit. Donc en tout cas, voilà, vous avez devant vous des dizaines de milliers de morts, peut-être plus, et au bout du compte, peut-être une défaite de l'Ukraine. Vous essayez de négocier avec ce voyou, et peut-être que vous économiserez 50 000 morts. Je dis qu'est-ce qui est le plus moral, vous voyez, voilà, c'est dans ces termes. Les relations internationales, c'est un monde de grisaille. On choisit pas la meilleure solution, mais on choisit la moins mauvaise. Et donc, est-ce que en fait, on n'est pas un peu oublié ce réalisme qui est couvert de tous les péchés, mais qui quand même souvent est la moins mauvaise des solutions? C'est un peu difficile. Là, on retombe sur le parallèle que je faisais au début en invoquant les mânes des princes de Metternich et de Talleyrand. C'est-à-dire que c'est très difficile dans des sociétés démocratiques de prôner justement la réelle politique. De dire, par exemple, il faut négocier avec Poutine, mais si on veut négocier avec Poutine, ça veut dire qu'il faut qu'il gagne quelque chose. Ça veut dire qu'il faut lui lâcher la Crimée inévitablement, et peut-être aussi lâcher les oblasts du Donbass. Et donc c'est vrai que pour l'opinion publique, il est très facile l'indignation peut gagner assez facilement l'opinion publique. On se retrouve accusé. L'indignation n'est pas une politique, puisque au final, comment ce conflit risque de se terminer ? L'indignation peut-être une élection. Hein. Il y a une élection. Nos dirigeants, voilà, ils ont le problème de leur opinion publique, d'apparaître comme le méchant, le mauvais, le faible, le lâche. Et alors là, il y a toujours un moment où quelqu'un vous jette sur la table Munich. Oui, c'est vraiment là le parallèle de Munich 1938. C'est le pont aux ânes. C'est le pont aux ânes, et dire voilà, une fois de plus vous négociez. Alors avec en plus l'utilisation de concepts qui ne sont pas des concepts de politique étrangère. Par exemple, on vous dira on peut pas négocier avec Poutine parce qu'on peut pas lui faire confiance. Mais moi je dis, mais attendez, on ne fait jamais confiance. C'est pas parce que vous avez un ennemi qui vous a envahi, qui a bombardé, violé, détruit, vous n'allez pas du jour au lendemain lui dire moi je te fais confiance. Non, la confiance n'existe pas. Et ce qui veut dire que s'il y avait un accord entre Poutine et l'Ukraine, eh bien ça voudrait dire que l'Ukraine devrait avoir ensuite une défense forte, avoir des alliances pour empêcher un retour, si j'ose dire, un retour de la Russie. La solidité d'un traité ne repose pas sur la confiance, mais repose sur la capacité de dissuasion. Mais Poutine va gagner territoire, mais il a quand même perdu la guerre. Quand on dit l'Ukraine perd la guerre, mais Poutine l'a perdu aussi. La Russie est moins puissante depuis la guerre qu'avant la guerre. Moi, je pense que, oui, en effet, tu as tout à fait raison de dire, c'est vrai que le problème des émotions, c'est qu'on passe c'est les oscillations pendulaires. Hein. C'est avant Poutine va partir à Nuremberg, et maintenant on en est à l'Ukraine est battue. Et donc c'est aussi, je dirais, une émotion qu'il faut combattre pour avoir une vision un peu plus sereine. Tu as tout à fait raison. Poutine a perdu. Il a perdu rien que le fait que la Finlande et la Suède rentrent dans l'OTAN. Il a quand même eu des lourdes pertes humaines, des lourdes pertes en équipement. Et puis il a surtout perdu quand même l'Europe. Alors on dit ce qu'on veut, nous la vieille Europe, mais quand même nous sommes un marché important et plus les élites qui ont fui le pays. Et les élites ont fui le pays. Il y a de multiples manières, en effet, de montrer
que et tout ça pour, honnêtement, pourquoi pas la Crimée, mais pour gagner le Donbass, qui était quand même une immense Rust Belt ruinée de vieilles usines à l'abandon, et tout ça pour un pays de 17 millions de kilomètres carrés. En gros, pourquoi est-ce que c'était vrai? Est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses en Russie? Oui, en effet, dans une guerre, il peut y avoir deux vaincus. En 1918, c'est un peu le cas. Oui. On est dans ce cas-là, et on le saurait. Alors, on le saurait. Ça dépend aussi des termes de l'accord ou la manière dont le conflit se termine. Si ça se termine avec l'armée russe à Kiev, là, ça c'est très différent. Là, on est dans une hypothèse extrêmement différente, et là, ce serait vraiment un triomphe, un triomphe. Mais il de n'en la a Russie. pas les moyens normalement. Pour le moment, non. Mais moi, j'ai des amis qui viennent de Kiev, et disons-le, les Ukrainiens sont fatigués. Il y a les divisions qui commencent à apparaître autour de Zelensky, avec son chef d'état-major. Avec le maire de Kiev. Voilà, avec le maire de Kiev qui commence à se fatiguer. Il va y avoir un hiver. L'hiver en Ukraine, c'est quelque chose, avec les bombardements, les destructions systématiques de l'énergie, des infrastructures énergétiques par la Russie. Il y a aussi, puis c'est un pays de 40 millions d'habitants, donc les pertes sont proportionnellement plus importantes que les pertes russes. Ce n'est pas une dictature, donc on n'envoie pas les gens comme ça se faire tuer sans qu'il y ait des réactions dans l'opinion publique. L'offensive qui a échoué a eu un coup très lourd en termes humains, et elle a provoqué à l'évidence dans les cercles du leadership ukrainien des débats qui ont été d'ailleurs rendus publics par le chef d'état-major. Merci Gérard pour ce tour d'horizon, donc entre émotion et raison, entre réel politique et morale sur les questions diplomatiques.